47 signatures, 48 heures, un basculement stratégique immédiat. Le 28 décembre 2025, un pacte russo-africain est annoncé, mêlant engagement militaire concret, financement dédié et transfert technologique, puis matérialisé presque aussitôt par des livraisons de défense et des flux financiers spectaculaires. Mais qu'est-ce que cela change réellement pour vous? Et pourquoi la trajectoire incarnée par Ibrahim Traoré devient-elle centrale aujourd'hui? Un continent avance, l'ordre mondial s'ajuste. Cette séquence promet une chose simple: comprendre ce qui est réellement en jeu derrière l'annonce, au-delà de l'effet de choc. Il s'agit d'identifier ce que ce pacte change concrètement pour les États africains, pour leurs partenaires et pour l'équilibre international qui les entoure. En quelques heures, une décision présentée comme stratégique s'est transformée en signal politique fort, capable d'influencer la sécurité, l'économie et la diplomatie sur plusieurs continents. L'enjeu central n'est pas seulement la coopération avec de nouveaux partenaires, mais la redéfinition des marges de manœuvre africaines. Ce mouvement pose une question de fond: comment un continent longtemps perçu comme dépendant peut-il négocier autrement sans reproduire de nouvelles formes de contraintes? La promesse de souveraineté, souvent invoquée, doit être examinée à l'aune des mécanismes réels annoncés et de leur première traduction. Pour le spectateur, l'intérêt est clair: disposer de clés de lecture pour distinguer le symbole du levier effectif, le discours politique de l'impact durable. C'est à cette condition que la trajectoire défendue par Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants peut être évaluée avec méthode plutôt qu'avec enthousiasme ou rejet réflexe. En moins de 48 heures après l'annonce du pacte, des effets concrets sont mis en avant, présentés comme immédiats et mesurables. Des systèmes de défense russes sont annoncés comme livrés à plusieurs capitales africaines, tandis qu'un transfert financier massif chiffré à 18 milliards de dollars est attribué à des banques chinoises au profit de l'Union africaine. Cette séquence rapide constitue la mini-révélation centrale. Le pacte n'est pas décrit comme une simple déclaration d'intention, mais comme un ensemble d'actions censées produire des résultats tangibles presque instantanément. Pour comprendre la portée de cette narration, il faut revenir au contexte plus large dans lequel elle s'inscrit. Depuis des décennies, les relations entre l'Afrique et les puissances occidentales sont structurées par des conditionnalités politiques, économiques et sécuritaires. Le discours dominant du pacte russo-africain s'appuie précisément sur ce contraste, en opposant des partenariats présentés comme respectueux de la souveraineté à des alliances jugées asymétriques. Cette opposition constitue le socle argumentatif de la séquence. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est régulièrement cité comme l'un des symboles de ce tournant. Sa position est décrite comme l'expression d'un mouvement plus large vers l'autodétermination, et non comme une initiative isolée. Le récit insiste sur le fait que ce choix ne serait pas seulement burkinabé, mais partagé par un ensemble de pays cherchant à rééquilibrer leurs relations internationales. Cependant, ce contexte compressé appelle une lecture attentive. Les annonces rapides, les chiffres impressionnants et le vocabulaire de rupture servent à installer une perception d'irréversibilité. La question clé devient alors la suivante: ces premiers éléments constituent-ils une transformation structurelle durable ou avant tout un signal politique destiné à redéfinir les rapports de force à court terme? Pour saisir comment ce pacte est mis en récit, il faut observer les figures qui servent de point d'ancrage. Le récit ne s'organise pas autour d'institutions abstraites, mais autour de dirigeants présentés comme des catalyseurs. Ils fonctionnent comme des personnages guides permettant de traduire une décision géopolitique complexe en trajectoires humaines lisibles. Cette personnalisation facilite l'adhésion au message et accélère la compréhension des enjeux pour un public élargi. Dans les premiers termes, Ozin décrit
Les impacts précoces et Cannes sont essentiellement symboliques mais soigneusement choisis. Les livraisons de matériel militaire sont mises en avant comme preuve de crédibilité immédiate. Elles incarnent une rupture avec l'attente, souvent longue, associée aux accords internationaux classiques. De la même manière, l'annonce de flux financiers rapides sert à ancrer l'idée d'un partenariat opérationnel, non conditionné par des réformes préalables ou des négociations prolongées. À l'échelle locale, ces impacts sont décrits comme des signaux envoyés aux forces armées, aux administrations et aux opinions publiques. Ils nourrissent l'idée que les décisions prises au sommet peuvent produire des effets visibles sans délai excessif. Ce récit de rapidité joue un rôle clé dans la construction de la légitimité politique des dirigeants associés au pacte en renforçant leur image de décideurs efficaces. Cependant, ces premiers effets restent limités dans leur portée réelle. Ils agissent surtout comme des marqueurs de changement de cap. Leur fonction principale est d'installer un climat de bascule, où l'attente d'un avenir différent devient elle-même un facteur politique. Le véritable l'enjeu n'est donc pas seulement ce qui a été livré ou transféré, mais la perception qu'un seuil a été franchi. Pour résumer, ces impacts précoces servent avant tout à répondre à une question simple. Ce choix a-t-il déjà commencé à produire des effets perceptibles ici et maintenant? Avant l'annonce, le cadre est décrit comme familier. Les relations extérieures de nombreux États africains s'inscrivent dans des partenariats hérités marqués par des cycles lents, des conditionnalités et une dépendance sécuritaire persistante. Les marges de décision apparaissent contraintes et les alternatives limitées. C'est dans ce contexte que le pacte est présenté comme un déclencheur, non pas isolé, mais préparé par une accumulation de frustrations et de repositionnements progressifs. Le déclenchement intervient le 28 décembre 2025, avec la mise en scène d'une signature collective impliquant 47 pays africains. Le récit insiste sur la simultanéité et sur l'ampleur, deux éléments destinés à produire un effet de masse. La présence de dirigeants africains aux côtés de Vladimir Poutine est décrite comme un signal de bascule, et Ibrahim Traoré est cité comme l'un de ceux qui assument publiquement cette rupture. À ce stade, l'événement est encore diplomatique, mais il est présenté comme porteur d'un changement irréversible. Le point culminant survient lorsque les premières actions sont annoncées presque immédiatement après la signature. La livraison de systèmes de défense russes à plusieurs capitales africaines est mise en avant comme preuve que l'accord dépasse le cadre symbolique. Dans le même temps, le transfert financier attribué à des banques chinoises renforce l'idée d'un alignement stratégique élargi intégrant à la fois la sécurité et le développement. Cette convergence rapide constitue le cœur dramatique de la séquence. Après ce pic viennent les répliques. Le discours s'élargit aux promesses d'industrialisation, d'infrastructures et de transferts technologiques. Les accords militaires sont décrits comme la première étape d'un processus plus vaste, appelé à transformer les capacités locales sur le long terme. Ibrahim Traoré est alors repositionné non seulement comme signataire, mais comme figure incarnant une vision d'autodétermination, où la souveraineté sécuritaire ouvre la voie à une souveraineté économique. Enfin, les répliques se font sentir à l'extérieur du continent. Le récit souligne la réaction implicite de l'Occident, confronté à un réalignement qu'il n'a pas initié. Les priorités mondiales en matière de sécurité et d'influence sont décrites comme réorganisées, au moins partiellement. La ligne des événements se referme ainsi sur une idée centrale, un enchaînement rapide, pensé pour produire un choc, puis installer une nouvelle normalité. Le récit du pacte s'appuie sur quelques chiffres clés présentés comme des marqueurs de rupture.
Le premier est celui des 47 pays africains associés à l'accord. Ce nombre sert de niveau de référence politique. Il suggère une ampleur continentale et vise à installer l'idée d'une masse critique suffisante pour modifier les équilibres existants. Dans le discours, ce chiffre n'est pas seulement comptable, il fonctionne comme un argument d'autorité collective, opposé à l'image d'initiatives isolées ou marginales. Le deuxième chiffre mis en avant concerne le délai de 48 heures entre la signature et l'apparition des premières conséquences annoncées. Ce passage du temps long au temps court constitue le cœur du contraste entre la situation de départ et le changement annoncé. Là où les accords internationaux sont souvent associés à des phases d'attente et de mise en œuvre progressive, la narration insiste sur une accélération radicale. Le message implicite est clair, la valeur de ce pacte résiderait dans sa capacité à produire des effets visibles presque immédiatement. Le troisième élément chiffré est financier. 18 milliards de dollars attribués à des transferts effectués par des banques chinoises vers l'Union africaine. Ce montant sert de preuve économique centrale. Il est présenté comme un levier de développement et comme un signal de crédibilité destiné à montrer que les engagements ne se limitent pas à la sphère militaire. L'interprétation proposée est simple. Un tel volume financier, mobilisé rapidement, traduirait une volonté stratégique durable. À ces chiffres s'ajoutent des données de capacité, notamment la mention de centaines de milliers de soldats concernés par des programmes de formation et de modernisation militaire. Là encore, le chiffre agit comme un multiplicateur symbolique. Il vise à transformer une coopération bilatérale en projet systémique capable d'affecter l'ensemble des forces armées du continent sur le long terme. Cependant, ces données doivent être lues avec prudence. Elles sont intégrées dans un récit qui privilégie l'impact narratif à la granularité technique. Les chiffres ne sont pas contextualisés par des comparaisons détaillées avec des accords antérieurs, ni par des échéanciers précis. Leur fonction principale est de matérialiser le changement annoncé, plutôt que d'en démontrer la faisabilité complète. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est associé à une lecture politique de ces chiffres. Ils sont présentés comme les indicateurs d'un passage de la dépendance à la capacité d'action autonome. Le delta n'est donc pas seulement mesuré en montant ou en délai, mais en perception, celle d'un continent qui affirme pouvoir décider, financer et se défendre autrement. La question centrale reste ouverte: ces preuves quantitatives marquent-elles le début d'une transformation structurelle mesurable, ou constituent-elles avant tout un dispositif de légitimation destiné à ancrer un nouveau rapport de force dans les esprits? Un premier argument critique avance que ce pacte risque de remplacer une dépendance par une autre. Selon cette lecture, l'implication accrue de la Russie et de la Chine pourrait créer de nouvelles obligations financières, militaires ou technologiques, limitant à terme la liberté de décision des États africains. Les transferts rapides et les engagements massifs seraient alors moins des cadeaux que des leviers d'influence, capables de peser durablement sur les orientations politiques et économiques du continent. Un second argument insiste sur les fragilités internes. Même avec des partenariats présentés comme respectueux, les défis structurels demeurent. Gouvernance, corruption, conflits régionaux et capacités administratives inégales. Dans cette perspective, l'afflux de ressources et d'équipements pourrait accentuer des déséquilibres existants s'il n'est pas accompagné de mécanismes de contrôle solides. Le pacte serait alors vulnérable à des effets pervers, éloigné de la promesse initiale de souveraineté. Face à ces critiques, le récit du pacte propose une réponse structurée. Il met en avant la pluralité des partenaires
comme garantie contre une dépendance exclusive. La combinaison d'acteurs russes et chinois est présentée comme un moyen de diversifier les appuis plutôt que de les concentrer. De plus, l'accent mis sur le transfert de compétences et sur l'industrialisation locale vise à répondre à la crainte d'une relation purement extractive ou asymétrique. La réponse insiste également sur le caractère volontaire du choix. Contrairement aux accords hérités du passé, ce repositionnement est décrit comme une décision assumée, fondée sur une évaluation stratégique des intérêts africains. Dans ce cadre, des figures comme Ibrahim Traoré sont invoquées pour symboliser une volonté politique de rompre avec des schémas imposés et de tester de nouvelles marges de manœuvre dans un monde multipolaire. Enfin, le récit reconnaît implicitement l'existence de risques, mais les présente comme inhérents à toute transformation majeure. L'argument central n'est pas que le pacte serait sans danger, mais que l'absence de changement perpétuerait des dépendances déjà éprouvées. La question se déplace alors. Vaut-il mieux gérer des risques nouveaux ou subir indéfiniment des contraintes anciennes? Ce point marque un basculement narratif essentiel. Jusqu'ici, l'attention s'est portée sur les livraisons, les montants et la rapidité d'exécution. À mi-parcours, le récit déplace le centre de gravité. L'enjeu principal n'est plus seulement ce qui est fait, mais ce que cela autorise à envisager. Le pacte est présenté comme un signal adressé autant aux partenaires extérieurs qu'aux sociétés africaines elles-mêmes. Dans cette lecture, la valeur du pacte réside dans sa capacité à modifier les anticipations. Les États africains ne sont plus décrits comme des demandeurs en position de faiblesse, mais comme des acteurs capables de provoquer des réponses rapides de la part de grandes puissances. Cette inversion du regard constitue le véritable changement de cadre. Elle transforme la négociation future, même au-delà de ce pacte précis. Ibrahim Traoré apparaît alors comme un point de cristallisation de cette nouvelle posture. Sa mise en avant ne tient pas uniquement à son rôle institutionnel, mais à ce qu'il symbolise dans le récit, l'affirmation publique qu'une alternative est possible et qu'elle peut être assumée sans délai excessif. Ce symbole nourrit une dynamique d'entraînement où la confiance affichée devient un levier politique. Cependant, cette révélation comporte une ambiguïté. Modifier la perception du pouvoir ne garantit pas automatiquement une transformation durable des structures. Le risque est que l'élan symbolique précède les capacités réelles. C'est précisément cette tension entre projection et consolidation qui redéfinit la suite du débat. Pour les États, la première conséquence décrite est institutionnelle. Le pacte est présenté comme un outil de rééquilibrage diplomatique permettant aux gouvernements signataires de renégocier leurs relations extérieures à partir d'une position perçue comme plus autonome. Les engagements militaires et financiers annoncés servent de levier dans les discussions futures, y compris avec des partenaires non impliqués dans l'accord. Cette capacité de négociation accrue est mise en avant comme un gain immédiat, même avant toute transformation structurelle profonde. Du côté des entreprises, l'impact attendu se situe dans l'anticipation. Les promesses d'investissement en infrastructures, d'industrialisation et de transfert technologique sont décrites comme des signaux favorables pour les acteurs économiques locaux et régionaux. La perspective de nouveaux chantiers, de chaînes de valeur continentales et de marchés élargis nourrit l'idée d'un environnement plus prévisible pour l'investissement. Toutefois, ces effets restent conditionnés à la mise en œuvre effective des projets annoncés et à la stabilité politique des pays concernés. Pour les citoyens, les conséquences sont abordées de manière plus indirecte. Le récit met en avant l'espoir d'une amélioration de la sécurité, condition préalable au développement économique et social. La modernisation des forces armées est associée à une capacité accrue de contrôle du territoire
et de lutte contre les menaces internes. À plus long terme, les investissements promis dans les transports, l'énergie et l'industrie sont censés se traduire par des emplois et une meilleure intégration économique. Néanmoins, ces bénéfices restent projetés plutôt qu'observés et leur distribution équitable n'est pas garantie. À l'échelle régionale, le pacte est présenté comme un facteur de recomposition des équilibres en Afrique de l'Ouest et au-delà. Une coopération sécuritaire renforcée entre pays signataires pourrait modifier les dynamiques de conflit et de coopération tout en redéfinissant le rôle des organisations régionales. Cette évolution est décrite comme potentiellement stabilisatrice, mais aussi susceptible de créer de nouvelles lignes de fracture avec les États non impliqués ou plus proches des partenaires occidentaux. Dans ce panorama, Ibrahim Traoré est mentionné comme l'un des visages de cette séquence de conséquences. Son rôle est moins analysé à travers des décisions spécifiques que comme incarnation d'un choix politique assumé qui influence la perception des autres acteurs. Cette personnification contribue à rendre les effets du pacte plus tangibles dans le débat public. Au total, les conséquences concrètes se situent à plusieurs niveaux et à des temporalités différentes. Certaines relèvent déjà du discours et de la perception, d'autres dépendent d'exécutions futures. Le pacte agit ainsi comme un catalyseur. Il ne transforme pas immédiatement les réalités économiques et sociales, mais il modifie les cadres dans lesquels ces transformations pourraient ou non se produire. Dans un premier scénario, le pacte s'installe sans rupture majeure mais sans accélération spectaculaire. Les livraisons et financements annoncés se poursuivent de manière sélective avec des priorités sécuritaires avant tout. Les États signataires utilisent l'accord comme levier diplomatique sans bouleverser immédiatement leurs relations existantes avec d'autres partenaires. Dans cette trajectoire, l'effet principal reste symbolique. Il redéfinit les rapports de force dans les négociations, mais les transformations économiques profondes prennent du temps. Dans un scénario plus optimiste, l'exécution est coordonnée et progressive. Les engagements militaires s'accompagnent effectivement de transferts de compétences, tandis que les financements se traduisent par des projets d'infrastructures visibles. Les États parviennent à articuler sécurité renforcée et développement industriel, créant un cercle vertueux de stabilité et d'investissement. Dans ce cas, le pacte devient un modèle de coopération alternative susceptible d'attirer d'autres partenaires et de consolider une position africaine plus affirmée sur la scène internationale. Dans un scénario plus pessimiste, la dynamique apparaît plus fragile. Les annonces initiales perdent de leur crédibilité si les projets tardent, si les flux financiers se fragmentent ou si les équipements livrés ne s'intègrent pas durablement aux capacités locales. Des tensions internes, des conflits régionaux ou des pressions extérieures pourraient alors limiter la portée de l'accord. Le pacte resterait un moment de rupture rhétorique sans déboucher sur les bénéfices attendus et pourrait même accentuer certaines dépendances. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Elles dépendent moins des annonces que des mécanismes de mise en œuvre. La clé réside dans la capacité des États signataires à définir leurs priorités, à coordonner leurs actions et à mesurer les résultats. Le pacte n'est pas une garantie automatique de succès, mais un cadre qui ouvre des options. La recommandation centrale est donc méthodologique. Plutôt que d'anticiper une issue unique, il faut observer des indicateurs concrets. Continuité des engagements, qualité des projets lancés et cohérence entre discours et actions. C'est à travers ces signaux que l'on pourra déterminer si la trajectoire suivie s'approche de l'option la plus neutre, de l'optimiste ou de la pessimiste. La question reste ouverte. Quels choix, dans les prochains mois, feront pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre?
À ce stade, l'enjeu n'est plus seulement géopolitique, il devient perceptible à hauteur d'individus. Pour le spectateur, ce type de pacte pose une question simple. Comment des décisions prises à des milliers de kilomètres peuvent-elles finir par influencer des réalités quotidiennes, même indirectement? Sécurité régionale, flux économiques, stabilité politique ou tensions internationales sont rarement abstraites. Elles finissent tout et toujours par produire des effets concrets, parfois différés, parfois inattendus. Pour un premier groupe, celui des observateurs engagés dans les affaires internationales, ce pacte constitue un cas d'étude. Il invite à repenser les catégories classiques de dépendance, d'alliance et de souveraineté. Comprendre ces mécanismes permet de mieux analyser d'autres recompositions en cours dans le monde multipolaire. Le bénéfice est intellectuel. Disposer d'outils de lecture plus fins pour ne pas réduire ses choix à des slogans ou à des oppositions binaires. Pour un second groupe, plus directement concerné par les dynamiques économiques et sociales, l'intérêt est plus pragmatique. Les promesses d'infrastructures, d'industrialisation et de sécurité renforcée sont souvent liées à l'emploi, à la mobilité et à la stabilité. Même lorsque ces effets ne se matérialisent pas immédiatement, ils influencent les anticipations, les décisions d'investissement et les trajectoires professionnelles. Enfin, pour un public plus large, ce récit agit comme un rappel. Les équilibres internationaux ne sont pas figés et des acteurs longtemps perçus comme périphériques peuvent redéfinir les règles du jeu. Cette prise de conscience invite à une forme de vigilance, suivre les évolutions, comparer les discours aux résultats et éviter les lectures simplistes. Deux gestes suffisent alors. D'abord, observer dans la durée plutôt que réagir à chaud. Ensuite, confronter les récits aux faits mesurables. C'est dans cet écart que se construit une compréhension plus solide de ce qui est réellement en train de changer. La traduction opérationnelle du pacte est présentée comme une séquence en plusieurs étapes, chacune conditionnant la suivante. La première étape consiste à clarifier les priorités. Les États signataires doivent définir ce qui relève de l'urgence sécuritaire, de l'investissement productif et du renforcement institutionnel. Sans hiérarchisation explicite, les engagements risquent de se disperser et de perdre en efficacité dès les premiers mois. La deuxième étape consiste à organiser la mise en œuvre. Les livraisons militaires, les financements et les projets d'infrastructure supposent des dispositifs de coordination clairs, capables d'articuler acteurs nationaux, partenaires étrangers et institutions régionales. Cette phase détermine la capacité réelle à transformer une annonce politique en action suivie. Elle implique des calendriers, des responsabilités identifiées et des mécanismes de suivi. La troisième étape consiste à mesurer les résultats. Le récit insiste sur la nécessité d'indicateurs simples mais vérifiables. Avancement des projets, montée en compétence des forces locales, effet sur la sécurité ou sur l'activité économique constituent des repères essentiels. Sans ces points de mesure, le pacte resterait dans le registre de la promesse, difficile à évaluer objectivement. La quatrième étape consiste à ajuster et à corriger. Toute trajectoire comporte des écarts. La capacité à reconnaître les limites, à réorienter certains choix et à corriger les déséquilibres conditionne la durabilité du processus. Cette flexibilité est présentée comme un test de maturité politique autant que de souveraineté. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est évoqué comme l'un des dirigeants appelés à incarner cette discipline d'exécution. Sa crédibilité ne se jouerait pas seulement sur la rupture annoncée, mais sur la cohérence entre décisions, mise en œuvre et résultats observables. La feuille de route ne promet pas l'absence de risque, mais elle trace un chemin. Transformer un moment de bascule en dynamique maîtrisée, capable de résister au temps
et aux pressions extérieures. En revenant au fil conducteur du récit, un motif s'impose, celui du seuil franchi. Depuis le début, le pacte Etankakotwak est décrit moins comme une destination que comme un passage, un moment où des choix longtemps différés sont rendus visibles. Ce rappel permet de reconnecter les annonces, les chiffres et les scénarios à une idée plus simple, la volonté affichée de reprendre l'initiative après des décennies de cadres imposés. Le personnage guide réapparaît alors naturellement. Ibrahim Traoré n'est pas convoqué ici pour magnifier une figure individuelle, mais pour rappeler ce que symbolise cette séquence politique. Il incarne une génération de dirigeants qui assument publiquement le coût du changement, avec ses promesses et ses incertitudes. Cette incarnation donne une dimension humaine à un débat souvent dominé par des abstractions stratégiques. L'émotion du récit ne vient pas d'un triomphe annoncé, mais d'une tension assumée. Entre l'espoir d'un avenir plus autonome et la crainte de nouvelles contraintes, le pacte reste suspendu à ce qui suivra. Ce sont les décisions quotidiennes, moins spectaculaires, que la signature initiale, qui détermineront si ce moment restera un symbole ou deviendra un tournant durable. Une phrase s'impose alors comme point d'ancrage. Le choix est fait, le chemin reste à construire. Elle résume l'état actuel du processus. Rien n'est encore figé, mais quelque chose a déjà changé dans la manière dont les acteurs se perçoivent et sont perçus. C'est dans cet espace, entre projection et réalité, que se joue la suite de l'histoire. Arrivé à ce point, le pacte ne demande pas une adhésion immédiate ni un rejet réflexe. Il invite plutôt à une lecture collective attentive aux nuances et aux évolutions. Les grandes reconfigurations internationales ne se jugent pas sur l'intensité du moment initial, mais sur la manière dont elles transforment progressivement les pratiques et les rapports de force. Ce regard patient est essentiel pour éviter de confondre rupture symbolique et changement structurel. Dans cette perspective, le rôle du public est moins passif qu'il n'y paraît. Observer, comparer, questionner les discours officiels et suivre les résultats concrets constituent déjà des formes d'engagement civique. Les trajectoires géopolitiques se nourrissent aussi de la manière dont elles sont perçues, débattues et évaluées à l'extérieur comme à l'intérieur des sociétés concernées. Une analyse critique contribue à maintenir un espace de responsabilité. Le pacte évoqué ici agit comme un révélateur. Il met en lumière les aspirations à la souveraineté, mais aussi les fragilités qu'elles impliquent. Il rappelle que chaque choix stratégique crée des opportunités autant que des contraintes. Rien n'est totalement gagné, rien n'est définitivement perdu. La question qui demeure est volontairement ouverte. Face à cette recomposition, que faudra-t-il observer en priorité? La rapidité des annonces, la constance des engagements ou la capacité à corriger les écarts entre promesses et réalité? C'est autour de cette interrogation que le débat peut désormais se poursuivre.